France Info et France 24 présentent Bonjour, on en a beaucoup parlé ici même en France ces derniers jours. La retraite est un phénomène mondial. Depuis 2020, le nombre d'êtres humains âgés d'au moins 60 ans a dépassé celui des enfants de moins de 5 ans. Autrement dit, la population vieillit avec moins d'actifs pour toujours plus de retraités. Comment vivrons-nous les prochaines années? Surtout lorsqu'on sait qu'au milieu du siècle, c'est dans les pays émergents qu'on trouvera les 2/3 des personnes âgées. Avec nous, pour y répondre, aujourd'hui, l'économiste Mickaël Zemmour. Mais d'abord, direction le Danemark. Là-bas, on estime normal de travailler de plus en plus tard. Pour faire face au vieillissement, on indexe purement et simplement l'âge de départ en retraite sur l'espérance de vie. Un simple calcul mathématique et théoriquement sans plafond. Vous voyez le reportage pour France 24 d'Anne Maillet et Willy Malheur. Il a été médecin, chercheur et directeur d'hôpital. Mais à 78 ans, sa deuxième carrière dans ce supermarché de Copenhague le satisfait pleinement. Bonne journée, bye. Flemming Rosleff n'est pas encore prêt à raccrocher. Je connais chacun de mes clients. Et pour la plupart, je connais leurs noms, je connais leurs enfants, je les ai vus grandir. Alors chaque jour, quand je vais au travail, je me réjouis de les voir. Dans un pays vieillissant où le nombre d'actifs décroît chaque année, les seniors comme Flemming Rosleff vont être de plus en plus nombreux à travailler. Car au Danemark, l'âge de la retraite est indexé à l'espérance de vie. De 68 ans aujourd'hui, il va passer progressivement à 72 ans pour les natifs de 1979, voire même 74 ans pour les générations de l'an 2000. Alors à Copenhague, comme dans une vingtaine d'autres communes, des agences accompagnent les seniors dans leur recherche d'emploi. En ce moment, rien que pour Copenhague, nous avons une centaine de candidats. Selon le directeur de l'agence, travailler le plus longtemps possible ne leur fait pas peur. Nous vivons au Danemark, dans une société où le travail est un facteur d'identité pour les gens. C'est un aspect très important de la vie. La première question que l'on se pose ici, c'est « Que faites-vous dans la vie ?» Pour favoriser le maintien des seniors sur le marché de l'emploi, il est désormais interdit aux entreprises de demander l'âge d'un candidat à l'embauche. À compter de cette année, le travail des retraités sera même exonéré d'impôts. Nous voulons ainsi encourager les seniors à travailler ne serait-ce que 5, 10 ou 15 heures par semaine. Nous estimons que si l'on est en bonne santé et que l'on a la force de travailler, cela renforce la qualité de vie, tout comme la productivité de notre société. Une vie pour le travail. Au Danemark, le taux d'emploi des plus de 55 ans dépasse les 70%. En France, il se situe à 56%. Et oui, vous l'avez bien entendu, de 68 ans aujourd'hui à 74 ans pour les générations de l'an 2000. On n'hésite pas à repousser toujours plus l'âge de départ en retraite au Danemark, où vous avez réalisé ce reportage, Anne Maillet. En Allemagne, où vous vous trouvez, on recule aussi progressivement l'âge de départ à 67 ans, notamment pour remédier à l'appauvrissement des seniors. Oui, et pourtant, 30 ans de réforme des retraites en Allemagne n'ont pas résolu le problème. Au contraire, les changements de régime successifs, la réduction progressive des pensions ont fragilisé des millions de seniors dans le pays. 18% des retraités vivent actuellement sous le seuil de pauvreté. Plus d'1 million d'Allemands de plus de 67 ans cumulent retraite et emploi. Et le développement des bas salaires dans les années 2000 devrait aggraver encore un peu plus la situation. Alors une retraite minimum a bien été instaurée pour les seniors les plus pauvres en 2021, mais dans un pays où le coût de la vie ne cesse d'augmenter, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Forcément, de nombreux salariés se demandent si leurs pensions suffiront pour vivre dignement à l'avenir, d'autant que le nombre de retraités augmente inexorablement. L'Allemagne ne devrait donc pas échapper à une nouvelle réforme des retraites. Le gouvernement planche actuellement sur l'instauration d'un double régime par répartition et par capitalisation. Mais de nombreux experts estiment quant à eux qu'un nouveau report de l'âge de départ est inévitable pour sauver le système des retraites en Allemagne.
On vient de le voir, Michael Zemmour, hein, le Danemark où l'on travaille parfois jusqu'à 70 ans, l'Allemagne qui repousse à 67 ans l'âge de départ en retraite. Finalement, on n'est pas si mal lotis ici en France avec nos 64 ans. Bon, alors je voudrais préciser quelque chose, parce qu'on entend ces chiffres 70 ans au Danemark, 67 ans en Allemagne. Ce n'est pas l'âge auquel tous les Danois ou tous les Allemands partent à la retraite. C'est un des âges. Mais en France aussi, hein, si vous avez une carrière incomplète, l'âge auquel on annule votre décote, c'est 67 ans. En réalité, dans ces autres pays, il y a aussi beaucoup de monde qui part plus tôt, selon des conditions différentes. Par exemple, en Allemagne, on peut partir dès 63 ans avec une décote dès lors qu'on a une carrière de 35 ans. Donc l'image, effectivement, en France, on part un petit peu plus tôt que dans les autres pays, pas beaucoup plus tôt, mais l'image d'un décalage entre un Danemark où ça serait 70 ans et une France où ça serait 62 ans, c'est pas tout à fait exact. On voit se développer dans ces pays un marché de l'emploi senior avec ce qu'on pourrait qualifier de petits boulots. Alors oui, ça c'est vraiment une question, c'est-à-dire que en fin de carrière, aujourd'hui, le modèle en France de la carrière, c'est une carrière continue dans une entreprise et si tout se passe bien, on passe de la fin de carrière à la retraite. En pratique, tout ne se passe pas toujours bien et il y a beaucoup de seniors qui finissent leur carrière hors de l'emploi et pas encore à la retraite, au chômage, au RSA, etc. Et la question qui se pose, c'est si on décale l'âge de la retraite comme le prévoit la réforme, de 62 à 64 ans, quel type d'emploi on va faire? Et donc, si le modèle, c'est de décaler l'âge de la retraite, mais d'avoir des petits jobs comme en font souvent les jeunes ici, eh ben, c'est une forme de précarité, alors qui n'est pas au chômage, mais qui est quand même une forme de déclassement avant la retraite. Et c'est un débat sur l'emploi des seniors. Ça arrive dans d'autres pays, ce n'est pas encore complètement le cas en France, mais ça serait le cas d'en discuter. La réforme, dans sa version, disons, adoptée par 49.3 et présentée au Conseil constitutionnel, comportait l'obligation pour les entreprises d'un certain nombre de salariés de publier la part des salariés seniors. Cet aspect, cet index senior, il a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Vous y voyez une occasion manquée? La réforme, dans son ensemble, c'est une occasion manquée sur l'emploi des seniors. On sait qu'il y a beaucoup de seniors donc, qui ne sont pas en emploi. On sait que quand on va décaler l'âge de la retraite, on va prolonger ce sas de précarité entre emploi et retraite. C'est même chiffré. Et la réforme est passée à côté de mesures pour améliorer l'emploi des seniors. Alors avec un peu d'hypocrisie, parce que le gouvernement s'attendait à ce que l'index senior saute de la loi, mais en même temps, l'index senior, ce n'était pas une mesure de fond. Pour améliorer l'emploi des seniors, il faut changer le travail et ça prend du temps. Elle n'était pas de nature obligatoire, hein, cet index senior. Il y a des pays où on oblige justement les entreprises à garder leurs seniors dans l'emploi. Alors apparemment, il y a des mesures contre les discriminations par l'âge, c'était dit dans votre reportage, mais surtout, c'est la réflexion sur la formation tout au long de la vie et les conditions de travail qui sont importantes. C'est l'employabilité des seniors plus que l'obligation faite aux employeurs de les garder? Alors il y a l'employabilité et puis il y a aussi la dureté du travail, c'est-à-dire la santé au travail, l'aménagement des postes, la réflexion avec les salariés de comment on fait évoluer les carrières. En France, on est dans certains métiers sur des modèles avec des salariés dont on sait en les recrutant qu'ils ne tiendront pas jusqu'au bout et de fort turnover. Comment sont pris en charge les seniors à travers le monde, Alexandre Hébert? Tous les retraités ne sont pas logés à la même enseigne. Il existe des systèmes de retraite très différents et parfois difficilement comparables. Il existe tout d'abord le système de retraite dit par capitalisation. C'est ce qu'il y a par exemple aux États-Unis. C'est assez simple. Les travailleurs cotisent pour eux-mêmes et lorsqu'ils sont en âge de partir à la retraite, eh bien, ils touchent ce pécule qu'ils ont capitalisé. L'autre grand système, c'est celui dit par répartition. C'est ce qu'il y a en France ou dans plusieurs pays européens. Là, ce sont les actifs qui cotisent pour ceux qui sont déjà à la retraite. Et lorsque eux-mêmes seront à la retraite, ce sont les actifs de la génération d'après qui cotiseront pour eux. Mais dans de nombreux pays du monde, eh bien, il n'y a tout simplement pas ou peu de retraite. C'est le cas dans plusieurs pays d'Amérique latine, d'Asie ou encore d'Afrique, où des systèmes existent parfois, mais ils sont généralement assez faibles et assez mal gérés. D'ailleurs, selon un rapport de l'Organisation internationale du travail, eh bien, aujourd'hui, 55% des actifs dans le monde vivront sans régime de retraite. Cela représente tout de même 4 milliards de personnes. Ah oui, ça fait du monde, hein, Michael Zemmour. On a la possibilité, on peut envisager le développement de systèmes de retraite dans les pays en développement. Les systèmes de retraite, ils sont surtout présents dans les pays riches et ils se développent avec le salariat. Donc, quand on a une économie qui repose beaucoup sur le travail informel, il y a moins de systèmes de protection sociale et c'est avec le salariat, l'emploi formel, que se développe l'assurance santé et les systèmes de retraite, et puis aussi avec le vieillissement de la population. Parce que finalement, la retraite, c'est quoi? C'est prélever obligatoirement une part sur les salaires, soit pour la répartir entre actifs, soit pour la placer comme un investissement qui servira plus tard aux salariés en question?
Quand le salariat se développe, les systèmes de protection sociale rendent obligatoire un mode de sécurité sociale qui garantit une partie du revenu quand on n'est plus en emploi. C'est-à-dire quand on est au chômage, quand on est malade, quand on est à la retraite. Dans les pays riches, il y a un modèle qui est assez répandu. C'est le modèle où on a un premier étage par répartition et un deuxième étage par capitalisation. En France, c'est plutôt atypique. On a choisi de tout mettre du côté de la répartition. La capitalisation est plutôt facultative. Et ça donne un résultat de moins d'inégalités, globalement, que dans la plupart des pays riches. Et avec un niveau de vie des retraités un petit peu supérieur. On parlait des États-Unis, on parlait de l'Allemagne. On a ce système avec une base par répartition et un complément par capitalisation. Et là-bas, on a plutôt des disparités, c'est-à-dire que les classes moyennes et les classes populaires sont moins bien protégées par cette retraite par capitalisation. Et il y a un système qui a montré sa supériorité en termes de viabilité, parce que finalement, c'est ça que dit le gouvernement ici en France. Il dit qu'il y aura à horizon 2030 ou plus 10 milliards par an, en gros, de déficit. Ce système, il n'est pas viable. Est-ce que le système par capitalisation, il l'est, lui ? Le système français est viable. Le fait d'avoir un déficit, ça ne rend pas le système pas viable. Ça veut juste dire qu'il faut faire des réglages. Mais par ailleurs, on a des réserves importantes qui font que le système français est viable. Les systèmes par capitalisation... À condition de le renflouer. À condition de le renflouer ou en le gérant au fil de l'eau. Mais en tout cas, il n'est pas menacé. En fait, dans les années récentes, les systèmes par capitalisation ont été beaucoup plus secoués par la crise financière de 2008 notamment. Et souvent, quand un système par capitalisation est déstabilisé, c'est l'État qui vient à la rescousse. Et il faut le renflouer, ça ne coûte pas forcément moins cher. Donc, il n'y a pas de supériorité intrinsèque. Par contre, il y a des choix politiques. Quelle retraite on veut, quel système on veut et combien on est prêt à mettre dedans. Et dans les pays qui n'ont ni l'un ni l'autre de ces deux systèmes, ce sont les enfants qui cotisent pour leurs parents ? Alors d'abord, les personnes vivent souvent moins longtemps. Oui. Et puis, c'est effectivement la solidarité familiale ou le fait d'avoir des personnes âgées qui travaillent dans des conditions dégradées. Et une pratique pas si éloignée de la première économie de la planète. Et oui, aux États-Unis, plus de la moitié des parents comptent sur l'aide financière de leurs enfants une fois arrivé l'âge de départ en retraite. C'est ce que montre en tout cas un sondage présenté dans le clip promotionnel d'une mutuelle américaine. Voyez plutôt. So, who's it going to be? Tom? Could be Danny. Guess it's Aunt Maggie. Should we have another one? Talk to us about retirement today. Feel comfortable about tomorrow. Mass Mutual. Ça traduit quoi, ça, Mickaël Zemmour? La mise en péril de nos systèmes de retraite dans nos économies développées? Non, ça traduit un système de sécurité sociale aux États-Unis qui existe. Il y a une retraite, mais qui est faible. Et donc, traditionnellement, quand il n'y a pas de système de retraite public, soit on repose sur la solidarité familiale, soit on est dans la pauvreté. L'échelon supérieur, c'est d'épargner pour sa retraite. C'est ce que propose le slogan publicitaire. Et l'échelon encore supérieur, c'est ne pas dépendre individuellement de soi, mais d'avoir une solidarité collective. Et c'est le principe du système par répartition. Merci Mickaël Zemmour. On reste ensemble, on se retrouve dans un instant juste après un journal sur France 24. France Info et France 24 présentent Suite du monde dans tous ses états, comment envisager la retraite de nos aînés dans un monde appelé à vieillir? On continue d'en parler avec vous, Mickaël Zemmour. On évoquait à l'instant les conditions difficiles de vie des retraités, y compris dans les économies développées. Au Japon, certains retraités en viennent même à commettre des délits dans le but d'être incarcérés. Leur objectif, profiter du système pénitentiaire afin de pouvoir tout simplement manger ou se soigner. C'est un reportage étonnant d'Arnaud Miguet pour France Télévisions. Iwakuni, au sud de l'archipel, l'un des 11 centres pénitentiaires pour femmes du pays. 250 détenus purgent des peines allant de quelques mois à la perpétuité. La doyenne a 88 ans. 70 de nos prisonnières ont plus de 65 ans. C'est presque 30% du nombre de nos détenus dans cette prison. C'est pour être dans des cellules, comme celle-ci, 5 mètres carrés, plutôt que seules en liberté, que certaines femmes âgées volent dans les supermarchés. Le taux de récidive ici est considérable, 60% dans les 2 ans de leur libération. Nous l'appellerons Satoko. À 69 ans, elle est récidiviste pour la 8e fois.
Ici, on se sent protégé, on a une vie régulière. Quand j'étais en liberté, je tombais souvent malade. Mais ici, ça ne m'arrive jamais. Le choix de la prison. Le quotidien ici pour cette veuve, mère de 2 enfants, est moins dur et incertain qu'à l'extérieur. Ce que je vais vous dire, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais la prison pour moi c'est bien. C'est même agréable. Les femmes seraient plus nombreuses que les hommes à chercher à se faire emprisonner, plus touchées après le décès de leur mari par la précarité. Quel que soit leur motif, ces délinquantes et délinquants aux cheveux gris sont en train de transformer les prisons nippones en maisons de retraite et obliger les autorités à s'adapter en recrutant aujourd'hui plus d'aides-soignantes que de gardiens. Quand la prison devient un refuge pour les retraités, il y a des détresses psychologiques, mais ça traduit aussi un vrai phénomène de pauvreté, Michaël Zemmour, dans une société où les seniors représentent près d'un tiers de la population. C'est 10 points de plus qu'ici en France. C'est ce qui nous attend dans quelques années avec le vieillissement ici en Europe. Non, encore une fois, c'est une question de choix. Je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que cette situation est représentative ou anecdotique, mais c'est vrai que dans les pays où la retraite est moins protectrice qu'en France, et il y en a beaucoup, il y a des situations de précarité. Donc en Allemagne, il y a un peu la sonnette d'alarme qui se tire. En Grande-Bretagne, les retraités sont souvent amenés à travailler pour compléter leur retraite. Aujourd'hui, en France, le niveau de vie des retraités est à peu près comparable à celui du reste de la population. Mais on ne va pas finir par rogner sur les pensions, parce que c'est ça finalement qu'on observe à travers cet exemple. C'est que l'un des moyens de garder le système à l'équilibre, c'est de baisser aussi les pensions et non pas seulement d'augmenter les cotisations. C'est un choix à faire. C'est-à-dire que si on ne met pas davantage d'argent dans le système, le niveau de vie des retraités dans 20 ou 30 ans sera plus faible qu'aujourd'hui, pas beaucoup plus faible, mais de l'ordre de 20%, à peu près comme il était au début des années 80. C'est-à-dire que passer à la retraite serait une épreuve de déclassement social, pas de misère, mais de déclassement. Et donc c'est une question de choix. Quelles sont les ressources qu'on est prêt à mettre pour maintenir le niveau de vie des retraités de demain par rapport au salaire de la population active? Alors l'autre moyen d'enflouer le système, c'est aussi d'augmenter la masse des cotisations, soit en augmentant le taux d'emploi des actifs, soit en recourant aussi à l'immigration. Dans un pays comme le Japon, par exemple, insulaire, homogène ethniquement, ça semble quand même difficilement envisageable. Alors, c'est sûr que la démographie, ça fait partie de la question des retraites. Donc, ça peut jouer par le vieillissement de la population, par les naissances. Et l'immigration, ça fait partie de la démographie. Après, l'immigration, ce n'est pas un bouton sur lequel on appuie. Vous avez le cas de l'Allemagne. C'est sûr qu'elle a connu beaucoup d'immigration au cours des dernières années. Elle ne l'avait pas choisi au départ, mais elle a organisé des conditions d'accueil. Et c'est sûr que ça allège un petit peu les conditions de financement de la retraite par rapport à il y a 10 ans. L'accueil notamment des réfugiés qui fuyaient la guerre en Syrie par Angela Merkel, il a été motivé, vous pensez, par l'idée qu'il fallait aussi financer à terme les retraites, voire à très brève échéance? Je ne sais pas jusqu'à quel point il a été motivé, mais il y a effectivement eu des accueils, une intégration à la fois en termes sociaux, de logement et sur le marché du travail. Et donc, effectivement, ça participe à l'augmentation de la main-d'œuvre. Le Japon est le pays au plus fort vieillissement au monde, l'un de ceux aussi où l'on travaille le plus tard. Arnaud Miguet, vous qui êtes à Shanghai pour France Télévisions. Oui, bonjour Raphaël. Le Japon où l'on entend des voix syndicales notamment qui demandent de retarder l'âge de la retraite pour les fonctionnaires notamment de 60 à 65 ans. On est un petit peu à front renversé par rapport à la situation française, mais au Japon il y a un vieillissement de la population, un manque de main-d'œuvre et un manque de bras. Et puis c'est un pays où l'on travaille toujours plus longtemps. Statistiquement, 60%, Raphaël, des 65-69 ans ont encore une activité professionnelle et c'est 26% des plus de 70 ans, Raphaël, qui travaillent encore. Il faut dire qu'il y a une certaine maigreur des pensions au Japon, c'est moins de 1 000 € en moyenne par mois. Qu'en est-il de la situation chinoise? Eh bien évidemment, ici aussi en Chine, la population est vieillissante. Il commence à y avoir un manque de bras, mais les retraites, on n'y touche pas. Elle est fixée pour les hommes à 60 ans. Pour les femmes, ça peut être 50 ans lorsqu'on a eu un travail pénible, ouvrière dans une usine par exemple. Ce sont des règles qui datent des années 50, du début du régime communiste, mais aucun dirigeant n'a encore osé toucher à l'âge de la retraite, même si beaucoup y pensent. Il faut dire que d'ici 20 ans, il risque d'y avoir ici en Chine statistiquement un actif,25
pour un retraité. Le système des retraites et le problème des retraites ici en Chine, c'est un petit peu une bombe à retardement. Et oui, une bombe à retardement, Mickaël Zemmour. Que se passera-t-il quand les enfants uniques, issus des politiques des années 80, 90, 2000, devront supporter seuls la charge de leurs parents? Ce sera une bombe à retardement, comme le dit Arnaud Miguet. Dans le calcul des retraites, il y a plusieurs paramètres. Il y a bien sûr la démographie, mais il y a aussi la productivité. Et le défi du vieillissement, ce n'est pas d'abord un problème pour les retraites. C'est un problème pour l'organisation de la société dans son ensemble. Par exemple, la question de la dépendance ou la question de la productivité sont des questions beaucoup plus importantes et auxquelles il faut faire face, notamment dans ces pays-là. Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? Soit les actifs en emploi seront suffisamment productifs et donc ils pourront répartir un certain nombre de revenus, soit on aura un appauvrissement général du niveau de vie de la population. Mais ce n'est pas tellement la question de la retraite là, qui est en jeu, c'est plutôt le manque de main-d'œuvre parce qu'on aura une population très âgée. C'est finalement le phénomène auquel on assiste aujourd'hui dans des pays comme la France, puis plus largement en Europe ou aux États-Unis. Des taux de chômage historiquement bas. On n'avait pas connu ça en France depuis des décennies, on s'en réjouit. Mais en même temps, le problème il s'est transféré désormais vers les personnes âgées. C'est ça l'avenir, le plein emploi, mais l'incapacité à financer les retraites, c'est ça, ou plus généralement la dépendance, comme vous venez de le dire, le véritable enjeu? La question du financement des retraites, encore une fois, c'est une question de choix politique et de qu'est-ce qu'on veut faire de la retraite. Est-ce que tant qu'on peut travailler, on n'a pas le droit d'aller à la retraite? Ou alors est-ce que, comme on l'a inventé dans les années 90 et 2000, il y a un âge à partir duquel on peut continuer à avoir des activités sociales, associatives, familiales, politiques, mais hors de l'emploi? Ça, c'est une question politique. Par contre, le vieillissement, c'est un défi, et notamment pour savoir comment on organise le grand âge, la dépendance, et puis une organisation sociale, des logements, etc., pour une société qui n'est plus la même que dans les années 80. On le disait, l'un des modèles de financement, c'est la retraite par capitalisation, à l'image des fameux fonds de pension américains, prévus pour garantir le meilleur niveau de rendement à leurs actionnaires et futurs retraités. Ils exercent une pression sans cesse croissante sur le résultat des entreprises, comme nous le montrait dès 1999 ce reportage de Jean-Paul Chapelle pour France Télévisions. La retraite, ils l'ont bien préparée. Pour pouvoir se la couler douce en Floride, ces Américains ont cotisé toute leur vie. 5% de leur salaire investi en actions, c'est ce qu'on appelle un fonds de pension. J'ai la sécurité sociale plus ce que je gagne avec mes actions. Mais justement, n'est-ce pas très risqué? Oui, mais je suis joueur. Leur retraite, c'est Templeton qui s'en occupe, le temple du capitalisme américain. Il brasse 1300 milliards de francs, les 3/4 du budget de la France, avec une recette toute bête, mais d'une efficacité implacable. Acheter quand c'est pas cher? Exactement, acheter quand n'est pas cher et de vendre quand est cher. Pas de sentiment, pas d'état d'âme, les ordinateurs adorent. Ils disent la valeur des entreprises, leur cours de bourse. Véritable tour de contrôle, la salle des marchés de Templeton surveille les bourses du monde entier. À tout instant, les gestionnaires misent leurs milliards sur les entreprises qui montent et avant qu'elles ne baissent, ils vendent. Nous, on vote avec nos pieds. Je m'explique. Quand on a des actions d'une entreprise et qu'on n'aime pas ce qui s'y passe, on vend les actions plutôt que de dire à la direction ce qu'elle doit faire. C'est exactement ce qui s'est passé chez Alcatel le 17 septembre 1998. En une seule séance, son titre s'est effondré de 38%. Les bénéfices promis n'étaient pas au rendez-vous. Réaction immédiate des fonds de pension. On ne veut pas savoir pourquoi, on vend. Finalement, les vrais patrons de nos grands groupes français, ce sont ces retraités qui viennent se réfugier sous le soleil de Floride ou d'ailleurs, des retraités totalement indifférents aux restructurations et aux plans de licenciement, pourvu que le rendement de leurs actions progresse régulièrement. Mickaël Zemmour, il y a quelque chose de pervers dans ce système, la pression qui exerce, sans le savoir, des millions de salariés sur d'autres salariés, parfois les mêmes d'ailleurs, dans le seul but de maximiser leur retraite future. C'est sûr que le système de retraite par capitalisation financiarise et peut encourager des comportements de prédation
de fonds de pension pour augmenter leur rentabilité à court ou à moyen terme. Il vaut mieux vendre une entreprise qui peut être viable mais pas assez profitable. Il vaut mieux la liquider pour payer des retraites. Donc ça, effectivement, c'est ce qui peut arriver. Après, le reportage date quand même il y a quelques crises financières et en fait, ça ne rapporte pas nécessairement tant que ça. Par nature, c'est risqué la capitalisation. Et souvent, les pays où il y a des fonds de pension, c'est des fonds de pension qui sont à la fois subventionnés par des crédits d'impôt public assez coûteux. Et ensuite, quand ça baisse, il y a deux choix. Soit les retraités sont très appauvris, et il y en a quelques-uns qui ont été pauvres après la crise de 2008. Soit c'est l'État en fait qui fait le pompier. Et donc, quand ça gagne, c'est le fonds de pension qui gagne. Et quand ça perd, c'est plutôt l'État qui paye derrière. Ouais, face au vieillissement de la population, on pourra taxer tant qu'on veut, mais y a-t-il tout de même un autre moyen de garantir les retraites futures et les dépenses de dépendance que vous avez évoquées qu'un système de capitalisation et donc d'épargne? De toute façon, dans une société vieillissante, si on a une retraite qui dure plus longtemps, il faut mettre plus d'argent pour la retraite. On peut choisir de le mettre sous forme de capitalisation, il y a des avantages et des risques. On peut choisir de le mettre dans le cadre du système par répartition. Donc de taxer davantage. D'augmenter les cotisations, mais dans le débat qu'on a eu en France, c'est justement cet aspect-là qui a manqué. C'est-à-dire qu'on a soulevé uniquement le levier de décaler l'âge, y compris avec des conséquences sociales très dures, sans envisager à aucun moment qu'on pouvait augmenter les ressources, pas dans des proportions démesurées, mais simplement pour accompagner ce vieillissement de la population. Merci Mickaël Zemmour d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez nous retrouver sur nos sites internet franceinfo.fr, france24.com. C'était Le Monde dans tous ses états. Rendez-vous pour une nouvelle émission dans 3 semaines.